Bonjour, aujourd'hui nous étudions la deuxième partie du chapitre Le 19e siècle, un siècle de bouleversement, en quatrième, après avoir vu en introduction la révolution technologique, et dans une première partie la révolution industrielle, avec les relations entre ouvriers et patrons, entre capitalisme et socialisme. Nous allons étudier un autre bouleversement du siècle, ce que j'ai baptisé la révolution politique, mais si on pourrait toujours en trouver d'autres, c'est le concept de colonisation du monde. On va voir que par le fait de la révolution technologique, de l'accroissement du matériel, des armes, des moyens de transport en Europe, il va y avoir une volonté d'expansion qui va mêler à la fois le scientifique et le politique. C'est ce qu'on va voir avec les différents personnages qu'on va étudier. Et qui aboutira à une prise de contrôle de nombreux territoires dans le monde par les Européens. Alors on va voir aujourd'hui le point de vue des premiers explorateurs, qu'on va appeler des explorateurs et conquérants, et on étudiera dans la prochaine séance les conséquences sur la société. Alors on va prendre deux personnages que je vous avais proposé d'étudier, Savorgnan de Brazza et David Livingstone. Un français, Savorgnan de Brazza, et un anglais. Et ce n'est pas un hasard puisque ce sont deux personnages qui font partie des deux pays les plus puissants du 19e siècle, ceux qui vont avoir le plus d'action dans la colonisation. Donc à travers les exposés de vos camarades et puis les commentaires que je vais faire, vous pourrez compléter ce premier tableau. Alors on commence par David Livingstone, qui est donc un scientifique et explorateur anglais. Vous avez ici un exposé d'une de vos camarades avec un tableau biographique, nom, date, origine, grandes étapes, comme nous le désirons. Et donc du coup ce qu'on constate, c'est que cet homme, né en 1813 et mort en 1873, est un scientifique, avant tout. Donc médecin, explorateur, chercheur, géographe. Donc ce qui l'intéresse, c'est la science. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il va partir en exploration, non pas dans le but de conquérir, mais dans le but de découvrir. D'ailleurs, la principale œuvre de sa vie, c'est la découverte des sources du Nil. On voit sur cette carte que je vous montre en plus gros après, sur les documents de votre camarade. D'ailleurs, aux sources du Nil, on a une statue de David Livingstone encore aujourd'hui. Il a cherché les sources du Nil, parce que tout le monde connaissait le Nil en Égypte, mais on ne savait pas où étaient ces sources. Et ce sont les chutes Victoria, qui depuis sont bien connues et que Livingstone a baptisé ainsi en l'honneur de la reine d'Angleterre de l'époque. Ce qui fait qu'en fait, David Livingstone, il a parcouru la forêt équatoriale africaine pour découvrir les sources. Il a découvert de nombreux lacs, c'est cette région qu'on appellera les Grands Lacs. Et puis, il a découvert de nombreuses plantes, la faune et la flore de l'Afrique équatoriale, donc ce qui a permis de nombreuses études. Alors, il est aussi très connu parce qu'il s'est perdu. Il a disparu pendant de nombreuses années, on l'a cru mort. Et on va envoyer une mission de sauvetage des années après, dirigée par Henry Stanley, que vous voyez à gauche, et qui donc retrouvera David Livingstone dans un village africain, plus ou moins malade. Et donc, même si Livingstone restera en Afrique, ça sera quand même un épisode extrêmement suivi en Europe par les journaux. Alors Henry Stanley, que vous voyez ici, qui fait partie d'une nouvelle génération où on voit lui que son rapport est moins scientifique que belliqueux. Il pose en costume de chasseur avec un jeune africain qui porte ses affaires. On voit bien donc l'esprit peut-être de puissance et de supériorité que les Européens vont commencer à afficher. Voilà pour notre premier personnage ou notre premier groupe de personnages anglais. Passons maintenant à Savorgnan de Brazza, personnage français. Donc deuxième exposé d'une de vos camarades, très bien aussi, avec là j'ai mis quelques diapos de son exposé. Donc il est né en 1852 et mort en 1905, donc il est beaucoup plus jeune que David Livingstone. Ce personnage-là, il est surtout connu parce qu'il va explorer le Gabon et la vallée du Congo, pour en faire ensuite un territoire français. C'était un homme d'origine italienne, mais qui trouvait que la France était un pays merveilleux parce qu'elle avait créé les droits de l'homme en 1789 et ensuite aboli l'esclavage en 1848. Il faut savoir que lui a cet idéal de libérer les Africains de l'autorité des Européens, ce qui posera problème d'ailleurs dans ses relations avec le gouvernement français. Donc il aura des relations un peu ambiguës, mais l'image qu'on donnera de lui, c'est plutôt l'image qu'on voit sur ce document-là, que je vais vous montrer après, celle d'un homme qui découvre donc l'Afrique avec un sentiment de supériorité. C'est ce que les Européens affichent. Alors d'ailleurs, si vous prenez la fiche originale, on voit donc ici, dans cet extrait du Petit Journal, on voit bien que les Français représentent les explorateurs comme des personnages donc plutôt des guerriers
fiers, et les Africains comme des peuples qui vont se soumettre, s'agenouiller. Donc il y a cette idée dans la représentation, hein, que les Européens sont au-dessus, parce que plus forts scientifiquement. C'est une image qu'on va retrouver de plus en plus. Par exemple, sur cet autre reportage sur Savorgnan de Brazza que vous voyez ici, hein. Alors bien sûr, il utilise les coutumes locales, hein, donc il est considéré comme un personnage important, donc il est porté. Mais dans la représentation européenne, ça veut dire aussi que les Européens se positionnent comme supérieurs aux Africains. Et d'ailleurs, hein, après les découvertes de Savorgnan de Brazza, on va créer un territoire français, d'abord ce qu'on appelle un protectorat, puis ensuite un territoire colonisé, hein, avec une autorité française sur les Africains, qui prendra le nom d'Afrique équatoriale française. Donc au départ des explorateurs, mais qui finalement, par leur découverte, créent des territoires qu'on va saisir, qu'on va conquérir. Et cette politique française et anglaise va donner des idées à d'autres Européens. Et il va y avoir une multiplication et des explorations et d'une concurrence entre Européens. Alors, si on revient un peu en arrière, au début du 19e siècle, les explorations sont très rares. Donc on va par exemple parcourir le Nil, hein, ou traverser le Sahara. Et ce sont essentiellement des Français ou des Anglais qui gèrent ce genre de projet. Et puis, vers le milieu du 19e siècle, d'autres pays vont se joindre, les Allemands par exemple, que vous voyez ici avec les flèches vertes. Et puis on va découvrir par exemple les premières explorations de Livingstone, hein, et là on s'éloigne vraiment de la zone méditerranéenne pour aller vers le sud de l'Afrique, des régions totalement inconnues, hein, qui vont d'ailleurs énormément fasciner les Européens, on en reparlera tout à l'heure. Vers la fin du 19e siècle, on a bien sûr l'exploration de Stanley qui va aller chercher Livingstone. Et puis, on va avoir de plus en plus d'interventions de différents pays, avec une concurrence suffisamment forte pour que des Anglais, des Espagnols, des Portugais soient présents. Et même ici à Fashoda en 1898, un affrontement entre Français et Anglais, hein, pour un territoire commun. Donc une rivalité entre plusieurs pays européens. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en 1900, on voit qu'il n'y a pratiquement plus aucune zone inconnue en Afrique. Alors, ce sont les zones grises, hein. Donc il reste une partie du Sahara, mais sinon on a quasiment fait le tour de toute la zone africaine. Alors cette exploration va amener à la création d'empires, hein. Les Européens sont de plus en plus puissants et ils vont affirmer leur puissance politiquement. Donc par exemple au début du 19e, il va y avoir la conquête de l'Algérie par la France en 1830, plus quelques territoires conquis par les Portugais en Angola et au Mozambique, et puis en Angleterre, l'Afrique du Sud, et puis quelques zones du golfe de Guinée. Ça reste assez peu de choses jusqu'en 1880. À partir de 1880, il va y avoir une sorte de concurrence, ce qui fait que chaque pays va vouloir prendre une partie. Et on voit qu'en 1895, 15 ans après, il y a vraiment eu un déferlement européen. On voit par exemple les conséquences de la politique de Brazza au Congo. Il y a aussi l'Afrique occidentale française qui se développe autour de la Côte d'Ivoire. Les Anglais sont de plus en plus puissants dans la zone, toutes les zones vertes, les Portugais, mais aussi les Italiens, les Belges qui ont conquis le Congo. Donc effectivement, on retrouve énormément d'Européens. Si on prend la carte de 1924, eh bien en fait c'est quasiment toute l'Afrique qui a été colonisée par les Européens, à l'exception de l'Égypte, hein, qui est indépendante, et de l'Éthiopie. Alors l'Afrique du Sud est indépendante, mais elle est encore sous tutelle anglaise puisque c'est un dominions, c'est-à-dire en gros un État vassal. Alors cette situation, elle n'est pas réservée à l'Afrique. La puissance européenne, elle s'est affirmée partout dans le monde. Si vous prenez les Anglais, ils ont le Canada, ils ont conquis aussi les Indes. Hein, la reine d'Angleterre Victoria s'est nommée impératrice des Indes en 1852, une partie de l'Arabie, l'Australie, et une partie de l'Océanie. Donc finalement, hein, l'empire anglais gigantesque s'affirme comme le premier empire. Les Français sont pas loin derrière avec l'ouest de l'Afrique, Madagascar et l'Indochine, plus une partie de l'Océanie. Donc effectivement, on voit bien cette puissance européenne dont je vous ai parlé au début du chapitre, hein, s'affirmer sur le plan politique et militaire avec la conquête du monde. Alors on va retrouver cette idée de la puissance européenne, ce sentiment de supériorité dans la vie quotidienne des Européens, par exemple à travers certains objets. Alors vous avez par exemple les cartes des empires qui sont très répandues. Là vous avez un jeu de loi français sur l'empire français. Donc on retrouve la France ici, l'Afrique occidentale et orientale française, et puis l'Indochine, Madagascar, autour d'un jeu de loi qui présente les différents territoires, les différentes richesses. Même chose chez les Anglais, hein, l'Empire britannique, dont on disait que c'est un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais, puisqu'il faisait le tour de la Terre, hein, avec on retrouve représenté de manière allégorique les différents continents, les différents personnages et les différentes richesses, hein, que offrent ces colonies.
Alors, l'Empire britannique qui fait du Royaume-Uni la puissance mondiale du 19e siècle. Et dans les années 1920, on est encore dans cette situation-là. On voit ici la carte. Après la Première Guerre mondiale et le partage des colonies allemandes, les Anglais dominent le monde de manière tout à fait impressionnante. Alors, cette puissance européenne, on la retrouve dans la vie quotidienne des Européens avec par exemple les expositions coloniales qui viennent en Europe, dans les grandes villes, présenter les richesses de ces colonies. Alors par exemple, ils vont présenter les traditions, les décors. Parfois même, on reconstitue des décors lors d'expositions coloniales, comme à Marseille ici. Parfois aussi, on va représenter les Africains. Et là, on va retrouver l'idée d'une supériorité européenne avec la représentation d'Africains comme des sauvages. Parfois même, l'idée de véritables zoos humains. On fait venir une tribu, ici par exemple les Indiens Galibi, et on va les exposer à la vue des Européens. Donc évidemment, on est à l'époque dans une conception relativement raciste, mais au sens littéral, ça veut dire qu'on pense qu'il y a des races supérieures à d'autres. Les Européens disent nous sommes une race supérieure. Voilà. On retrouve ça d'ailleurs, y compris dans la vie quotidienne. Vous voyez, par exemple, on va utiliser le terme de nègre pour parler d'une lessive. Donc on va à l'époque, sans problème, considérer que les Africains sont inférieurs. Alors, c'est d'ailleurs très critiqué par certains. Vous voyez ici, par exemple, les communistes, dont on a déjà parlé, qui, eux, reprochent la domination des Européens sur l'Afrique et de l'exploitation. Alors, il n'y a pas qu'une vision négative et raciste, même si elle existe. Il y a aussi la fascination pour l'Afrique et l'Asie se retrouve dans la littérature. Par exemple, le livre de la jungle de Rudyard Kipling, qui est un Anglais qui vivait en Inde, va donner bien sûr une littérature que vous connaissez encore. Autre personnage typique de la littérature influencée par l'Afrique, c'est Tarzan. Tarzan qui est créé par un Anglais encore, Edgar Rice Burroughs. Et ce personnage nous montre à la fois la fascination pour la jungle africaine et aussi, sous-entendu, la domination européenne, puisque c'est cet enfant issu de l'Europe qui va devenir le roi de la jungle. Alors, dernier aspect de cette colonisation, et sans doute le plus négatif, sur lequel celui on reviendra dans la séance suivante, c'est l'exploitation des populations locales. Donc cette idée de domination dont je vous ai parlé, on la retrouve dans les journaux français, avec les symboliques. Par exemple, la France ici représentée quasiment comme un dieu, avec la tête qui rayonne de Marianne, la corne d'abondance qui donne de la richesse aux Africains, la taille très supérieure, et puis les Africains à genoux autour de cette Marianne. Mais cette domination, elle va avoir des aspects beaucoup plus matériels, économiques. Par exemple, l'utilisation des populations africaines dans du travail forcé pour construire les chemins de fer. Alors on va construire des chemins de fer en Afrique, c'est plutôt une bonne chose, mais on va le faire en utilisant les populations sans les payer. Et puis ça va surtout créer des trains qui serviront à faire du commerce pour les Européens. Il faut quand même le dire. C'est d'ailleurs globalement le cas. Quand on voit l'Afrique colonisée, on voit beaucoup de richesses, des villes construites, des ponts, des bâtiments et des engins modernes, mais ce sont surtout les Européens qui les utilisent. On va voir que globalement, les Africains subissent plutôt cette présence. Les Européens, ils s'intéressent aux produits africains. Par exemple, le cacao. Et le cacao va être vendu en Europe par des sociétés européennes qui feront des bénéfices et les Africains n'en profitent pas. Au passage, vous notez que ce cacao banania, qui existe toujours, il diffuse l'image de l'Africain qui est vu souriant, un peu comme un enfant, et donc avec un sentiment un petit peu de supériorité du côté des Européens. Dans cette domination des Européens sur l'Afrique, il y a aussi la question de la culture et de l'éducation. Alors, si on prend ce document sur lequel vous aurez un peu à travailler, souvent les Européens de l'époque disent « Nous faisons progresser l'Afrique, nous leur apportons le savoir, la science, et c'est bien ». Ils se justifient comme ça. Ce qui est intéressant de noter, c'est que malgré l'aspect positif de cette image, où on voit des jeunes Africains qui apprennent, qui vont à l'école, il y a deux choses à noter. Premièrement, c'est une éducation européenne. On leur apprend les langues européennes. Alors le français pour les colonies françaises, ou l'anglais, ou le portugais, et ce qui explique encore qu'aujourd'hui les Africains parlent ces langues-là. Et puis ceux qui leur apprennent sont souvent des missionnaires, ça veut dire que ce sont des religieux qui vont aussi les convertir au christianisme. Ce qui fait qu'on va imposer finalement aux Africains une nouvelle culture, une nouvelle religion, un nouveau mode de vie. On va alors, par exemple, les amener aussi à s'habiller comme des Européens, alors que ce n'était pas le cas avant. Donc finalement, l'éducation est aussi un moyen de dominer. On le retrouve d'ailleurs dans un document très célèbre, c'est Tintin au Congo. Alors cette bande dessinée des années 1930, elle montre clairement des Européens dominants, avec des enfants africains qui parlent un espèce de langage très simple. Sally Reporter Dipiti 20e, donc on
certaine façon, on se moque un peu de leur accent ou de leur façon de parler. On dit qu'ils sont gentils, hein, donc ils sont évidemment vus comme des êtres un petit peu inférieurs. Et puis on voit aussi par exemple que l'Européen, il va soigner les Africains avec des médicaments, la quinine ici, hein, donc la technologie européenne. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose qui s'oppose aux sorciers de l'époque, donc qui montre la supériorité. Hein, les Africains vont se prosterner devant Tintin. Donc tout ça, ça donne cette idée hein, que l'Europe veut donner du savoir à l'Afrique, mais le fait d'un point de vue supérieur. Et donc forcément, ça aura des conséquences dans la vie quotidienne des Africains comme des Européens. Donc pour la prochaine séance, hein, vous aurez à étudier 3 documents du manuel en rapport avec ce qu'on avait dit. Le document 2, page 96, sur les avantages économiques. Le document 4, page 97, sur l'enrichissement des quartiers européens d'Afrique. Et le 4, page 101, c'est cette photo de l'école dont on a déjà parlé. Bon courage.